Ok. Alors comme on est un peu en retard, je me permets de ne pas faire la pause et d'inviter sur le stand Stéphane Cordonnier de seloger.com, une petite société dont vous avez peut-être entendu parler, qui va nous faire un petit retour d'expérience de comment est-ce qu'ils utilisent Xamarin chez eux et ce qu'ils en pensent. Bonjour. Donc, comme John l'a précisé, donc je m'appelle Stéphane Cordonnier. Je suis leader technique de tout ce qui est mobile chez Sologer depuis 8 mois maintenant. Puisqu'en fait, pour représenter un peu Sologer, s'il y a des gens qui ne connaissent pas dans la salle, donc c'est le groupe Sologer est centré sur tout ce qui est immobilier, mais ce n'est pas que l'immobilier nécessairement au sens grand public, vis-à-vis des publicités que vous pouvez voir à la télé à l'heure actuelle. Dans le groupe Sologer, il y a beaucoup d'autres activités autour de l'immobilier, sur de l'immobilier d'entreprise, sur de la location de bureaux, sur de la location de fonds de commerce, sur de la location maintenant, parce que c'est une nouvelle activité qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, de la location de biens entre particuliers, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'activités dans le groupe. Et avant que j'arrive, il y a 8 mois, les différentes entités du groupe, certaines avaient des applications mobiles, d'autres n'avaient rien du tout, hormis un site web. Et le but, c'était de dire, l'année dernière, quand le groupe Sologer a initié une réorganisation entre les équipes informatiques et les équipes produits, de savoir globalement, est-ce qu'on ne pouvait pas, en même temps que la réorganisation était faite, est-ce qu'on ne pouvait pas un peu changer la manière de travailler pour permettre que toutes les sociétés qui n'avaient pas d'application mobile en aient une, et celles qui en avaient déjà soient modernisées, parce que dans les applications qui existaient, elles étaient quasiment exclusivement sur iOS. Il y en avait une seule qui était également sur Android, qui était l'application phare du groupe, qui est l'application Sologer, mais toutes les autres applications du groupe qui existaient n'étaient que sur iOS. Et donc au moment de la réorganisation, ils se sont dit on aimerait bien que toutes les entités du groupe aient des applications mobiles qui soient systématiquement sur iOS et sur Android, et éventuellement, mais vu que les parts de marché sont relativement faibles, pourquoi pas sur les devices de Microsoft, notamment Windows Phone. Parce qu'il y a une application Windows Phone qui existait dans le groupe, qui avait été financée à l'époque par Microsoft, à l'époque des Windows Phone, des Windows 8. Donc il y avait 2 applications, Windows Phone et Windows 8, qui avaient été faites. Donc il y avait eu cette volonté. Et donc à l'époque, donc là je parle, on était début 2015. Donc il y a eu une étude qui a été faite par le delivery manager de Sologer et par ses équipes, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire globalement pour, en même temps de se réorganiser, faire du mobile, typiquement dans les technologies qui existent chez Sologer. Et notamment, Sologer est très Microsoft, donc idéalement sur du .NET. Donc ils ont regardé à peu près tout ce qui se faisait, les PhoneGap, les Titanium, les Xamarin, donc à peu près toutes les technologies cross-platform ou hybrides du marché. Ils sont partis sur Xamarin, ils ont fait le choix de Xamarin en avril 2015. Et ils ont lancé un appel d'offres pour réaliser une première application qui était une toute petite application du groupe, histoire que si le projet se passait mal, ce n'était pas un grand risque, qui était l'application Webim, donc sur laquelle John a travaillé notamment, puisqu'il est dans mes équipes à l'heure actuelle. Donc ils ont lancé un appel d'offres pour réaliser l'application Webim. Donc un projet qui a démarré en juillet l'année dernière. L'application s'est officiellement terminée début décembre et elle aurait dû être sur le store à ce moment-là. Et du coup, vu que Xamarin a plu, puisque ça répondait globalement aux besoins, ils ont lancé là, la vraie refonte de l'application phare Sologer avec du Xamarin. Donc, pourquoi le choix de Xamarin a été fait ? C'est typiquement pour tout un certain nombre de choses qui ont été évoquées dans la matinée. Le plus important, c'était les coûts, parce que jusqu'à maintenant, les applications étaient développées par des web agencies ou des SS2I externes en mode silo. J'avais donc sur la seule application qui existait à la fois sur iOS et sur Android, donc j'avais une version en Objective-C, une version en Java, qui avait des cycles de vie différents, qui avait des bugs différents, qui avait potentiellement des retours utilisateurs différents et même qui ont des notes sur les stores différents. Parce que les applications étaient relativement mal notées, notamment la version Android, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur. Donc le but a été de dire, si on part sur du Xamarin, outre le fait de diminuer les coûts, c'est aussi
pour améliorer le time to market et faire en sorte que mes deux applications iOS et Android aient un cycle de vie commun et soient sortis sur les stores de manière systématique le jour J. Donc le but après, c'était aussi de réfléchir à plus long terme. On a parlé de cycle de vie. Alors tout à l'heure, on a parlé des cycles de vie, de faire des releases toutes les 2 ou 3 semaines. On ne va pas être sur des choses comme ça. Pour l'instant, nous, ce qu'on va viser à terme, c'est plutôt d'avoir des releases tous les 1 mois et demi. Mais c'est aussi des choses qui ont fait en sorte que le choix de Xamarin a été réalisé. Donc pour pouvoir justement partager un maximum de code, pour pouvoir avoir des releases de manière relativement régulière avec une base de code commune qu'on a besoin de maintenir qu'une seule fois. Et la seule chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est de faire des interfaces graphiques différentes spécifiques pour les plateformes. Donc l'application, la vraie application Sologer a démarré début décembre. Donc là, elle est en cours de finalisation puisque la date qui est visée pour la mettre sur le store, ce sera fin octobre de cette année, donc d'ici 1 mois et demi à peu près. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, c'est elle sera réécrite en Xamarin si tout va bien sans bug. Donc là, ça dépend de John. Mais globalement, le but, il est à terme d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est toutes les applications qui existaient sur iOS, de les réécrire à terme en Xamarin, et tous les nouveaux projets qui vont arriver, parce que je disais qu'il y avait un certain nombre d'entités dans le groupe qui n'avaient pas d'applications mobiles, c'est de faire ces applications mobiles avec Xamarin systématiquement sur iOS et sur Android. Donc ça, c'est globalement le plan grossier de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc lorsqu'ils ont lancé la deuxième application, donc qui est l'application phare du groupe, début décembre, ils se sont dit en même temps, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaît la mobilité en interne, puisque jusqu'à maintenant, toutes les applications mobiles étaient gérées en externe via des web agencies et des SS2I, ce que je disais. Et d'internaliser le rôle de lead technique sur la partie mobilité, parce que c'était un des points qu'il voulait améliorer d'un point de vue gestion des applications. C'était, comme dans beaucoup d'entreprises, en général, il y a le business d'un côté, l'IT de l'autre, qui se font un peu la guerre, savoir quand il y a un problème, c'est de la faute de qui. Donc là, c'était un peu plus compliqué en disant le business, il est en interne, l'IT, elle est en externe, et finalement, tout le monde se renvoyait la balle. Donc là, le but, c'est de dire tout le monde est en interne. On monte une équipe informatique mobile interne avec un leader technique, et moi, je suis arrivé début janvier pour prendre la tête de cette équipe. Et donc, j'ai monté une équipe à l'heure actuelle de 8 personnes, donc John en fait partie. Cette équipe va continuer de grossir, puisque dans les plans de l'année prochaine, c'est d'avoir une dizaine de personnes en France, et on parle même de choses offshore, d'avoir potentiellement entre 2 et 4 personnes sur des compétences externes via des sociétés du groupe, parce que Sologer, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie d'Axel Springer, donc c'est une des filiales d'Axel Springer, qui est un groupe allemand. Donc le but, c'est d'utiliser aussi des compétences mobiles qui existent dans le groupe Axel Springer dans des pays étrangers. Donc moi j'ai pris la tête de cette équipe mobile, et un des premiers challenges pour monter une équipe mobile, ça a été de trouver des compétences. Donc on en a parlé tout à l'heure, enfin ça a été évoqué, le fait de trouver des compétences, et aujourd'hui ça va être le challenge le plus important entre guillemets, c'est de trouver des compétences, parce que clairement John l'a évoqué, faire une application mobile, ça ne se fait pas comme un site web ou comme une application desktop. Et notamment dans les applications qui ont été réalisées par le passé, c'est notamment l'application Webim ou l'application Sologer qui avait été lancée avant que mon équipe la reprenne en main. On voit que les développeurs Xamarin qui avaient été mis sur le développement de cette application n'étaient pas des développeurs mobiles à l'origine, parce qu'ils avaient des réflexes dans la programmation C# qui étaient des réflexes de développeurs desktop ou de développeurs web, sur des questions toutes bêtes qu'on va se poser en mobilité. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de connexion réseau? Qu'est-ce qui se passe si je suis dans le métro et que ma connexion réseau se coupe en plein milieu de l'utilisation de l'application? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas du tout de connexion réseau et que mon application, du coup, elle n'est pas utilisable? Et c'est le genre de petites questions auxquelles ça peut prêter à sourire en se disant « Oui, mais c'est logique qu'une application gère ça. » Oui, sauf qu'aujourd'hui, un développeur desktop n'aura pas nécessairement le réflexe. Et je ne parle même pas de la compétence spécifique de la plateforme, puisque, évidemment, utiliser une API Android et utiliser une API iOS, ça n'a potentiellement rien à voir. Parce que même si on va se dire il y a des boutons, il y a des appareils photo des deux côtés, on va
pas manipuler les API de la même manière sur les deux plateformes, et en plus, on ne va pas non plus nécessairement vouloir le même design ou la même ergonomie sur les deux plateformes, parce que quand on est sur iOS, les utilisateurs, ils ont pris des habitudes sur faire un swipe pour supprimer un élément, sur le fait de zoomer d'une certaine manière, de scroller d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on prend du scroll, quand on est sur du Windows 10 ou sur du Windows 8, le scroll, il est plutôt de droite à gauche, alors que sur iOS ou sur Android, il va plutôt être de bas en haut. C'est le genre de petits détails qui, mine de rien, font en sorte qu'il y a des questions à se poser, il y a des travaux à faire avec aussi le business pour leur expliquer globalement quelles sont les spécificités de chaque plateforme et comment concevoir leur application de la meilleure manière. Donc ça, c'est la première phase, c'est de trouver la bonne équipe. Donc ça m'a pris du temps, hein, parce que des CV, j'ai dû en recevoir plus d'une cinquantaine pour au final en retenir 8. Et les 8, ça m'a pris pas mal de sueur pour les qualifier aussi. Tant et si bien que dans l'équipe aussi, à un moment donné, c'est trouver des compétences de Xamarin. Vous pouvez faire le tour de Paris, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une des personnes de mon équipe où je me suis rabattu sur le fait de dire j'ai pris un très bon développeur Android qui ne connaissait pas nécessairement Xamarin, mais qui globalement connaissait bien la plateforme Android, pour pouvoir justement lui faire apprendre le langage C# sans qu'il ait besoin de découvrir la plateforme Android en tant que telle. Donc, parce qu'aujourd'hui, un langage de développement, pour un développeur, c'est considéré quasiment comme un accessoire. C'est une philosophie plus américaine que française. Aux États-Unis, si vous allez, ils vont vous dire globalement, apprendre C#, Objective-C, Swift, je m'en fous de ce que tu connaisses le langage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta philosophie d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue développement d'architecture, etc. Un langage, ça s'apprend relativement vite. Donc la constitution de l'équipe, c'est quelque chose d'extrêmement important, et notamment faire en sorte que chaque développeur de l'équipe connaisse très bien la plateforme ou les plateformes sur lesquelles il va bosser. Et l'autre élément aussi à prendre en considération après, c'est de challenger le business. Parce que moi, quand je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est globalement, on m'a donné une spec de 400 pages sur voilà l'application, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et après avoir lu les 400 pages, j'avais globalement 1000 commentaires sur les pages. Donc il a fallu que je passe quasiment 3 semaines avec le business pour repasser point par point sur la spécification qui n'était pas claire, qui n'était pas nécessairement adaptée à telle ou telle plateforme, pour justement adapter ce qu'ils souhaitaient par rapport à leurs besoins. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est ce qu'on a plutôt tendance à dire, et c'est notamment l'approche qui vous a été présentée avec Xamarin Forms en disant « je veux avoir une interface graphique relativement uniforme entre toutes mes plateformes ». Personnellement, ce n'est pas ma vision de dire aujourd'hui on peut avoir des choses qui se ressemblent, par contre chaque plateforme a ses spécificités, et donc vouloir appliquer des principes de navigation ou d'ergonomie Android à de l'iOS ou inversement, c'est plutôt une mauvaise idée pour perdre ses utilisateurs. Donc en général, on va essayer d'avoir des choses relativement communes, mais aussi des choses qui vont être communes qui vont être spécifiques à chaque plateforme, justement pour faire en sorte que l'utilisateur ne perde pas ses repères par rapport à d'autres applications qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je suis encore en train de travailler. Et il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, parce qu'évidemment, quand ce n'est pas dans la manière de penser des gens qui écrivent vos specs ou des gens avec qui vous travaillez au quotidien, c'est un peu compliqué de leur faire passer le message. Donc ça, c'était vraiment la partie, entre guillemets, business en tant que telle. Après, il y a aussi les aspects techniques, parce que là, on a parlé de Xamarin Forms. J'étais ravi tout à l'heure d'entendre les gens de Xamarin eux-mêmes dire que Xamarin Forms, c'est un outil pour faire des POC. C'est effectivement, pour des applications très simples ou pour faire des POC, c'est très très bien. Par contre, aujourd'hui, pour faire des vraies applications business qui sont sur le store, avec des ergonomies particulières, etc., Xamarin Forms, ce n'est que ma vision, hein, ça n'engage que moi, c'est une très mauvaise solution. Notamment parce qu'à partir du moment où on va vouloir implémenter des ergonomies un peu spécifiques, des choses qui sont propres à une plateforme et pas à une autre, etc., rentrer dans Xamarin Forms, vous allez y perdre beaucoup plus de temps. Et ce que vous allez gagner au départ en disant je prends Xamarin pour réduire mes coûts, en fait vous allez le reperdre par rapport à ces spécificités de Xamarin Forms. Donc aujourd'hui, ma vision, et c'est ce qui est partagé par beaucoup de monde qui font du Xamarin avec qui j'échange, ils sont plutôt sur l'approche purement native en disant ok, on fait du Xamarin pour avoir un socle de code commun, mais on fait l'approche native en disant chaque plateforme a son interface graphique spécifique.
Et dans les autres composants, donc tout à l'heure John parlait du pattern MVVM ou ce genre de choses, il y a aussi des composants sur lesquels il faut que vous ayez, enfin des composants entre guillemets à éviter si vous voulez que votre application soit correctement architecturée. Notamment, et là ça va dépendre de l'équipe que vous avez montée, il vous faut des gens expérimentés, parce que si vous avez que des juniors dans votre équipe, évidemment ça ne marche pas. Vous avez beau avoir un lead qui a un peu d'expérience, si tous les développeurs ne savent pas coder ou sont débutants sur une plateforme mobile, ça ne marchera pas. Donc c'est avoir quelques personnes expérimentées. Donc c'est globalement, dans mon équipe, c'est à peu près 50-50, entre des gens moins expérimentés et des gens qui ont plus des profils architectes ou développeurs seniors. D'avoir des gens expérimentés, capables de faire des choix, de prendre une application, de définir l'architecture et de vérifier que ce qui a été mis en place respecte les bonnes pratiques en la matière. Et notamment, par exemple, s'il y a des gens dans la salle qui connaissent des frameworks tels que MVVM Cross, parce que John a parlé du pattern MVVM, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont faites avec un framework qui s'appelle MVVM Cross, qui, comme son nom l'indique, est un framework cross-platform pour faire du MVVM. Aujourd'hui, ce framework, il a été pensé d'une certaine manière, on l'utilise d'une certaine manière, mais qui, si c'est mal utilisé ou mal géré, globalement, vous allez vous traîner un boulet pendant des années et des années pour pouvoir gérer vos applications mobiles. Et notamment, dans les applications que j'ai récupérées quand je suis arrivé, c'est typiquement le cas de ce qui s'était passé. Je ne dis pas qu'MVVM Cross est un mauvais framework, simplement l'utilisation qu'on avait été faite était juste une catastrophe. Notamment parce que la base du pattern MVVM elle-même n'était pas respectée. Parce que la base du pattern MVVM, très rapidement pour vous expliquer, c'est que chaque couche a des responsabilités qui lui sont propres, où normalement une couche ne communique pas avec celle qui est 2 niveaux plus loin. Là, je me retrouvais avec une architecture où globalement, la couche qui était au niveau 3 communiquait avec celle qui était au niveau 1 et inversement. Donc, quand on prend un framework pour se simplifier la vie, mais que globalement les principes de base ne sont pas respectés, évidemment, ça ne marche pas. Et ça va dépendre de l'équipe que vous mettez en place et surtout des outils et faire en sorte que les outils que vous prenez correspondent à des choix. Là, typiquement, aujourd'hui, si on parle juste du pattern MVVM, personnellement, je considère que prendre un framework pour appliquer un pattern, c'est peut-être prendre un bazooka pour tuer une mouche. Je n'ai pas besoin d'un framework, entre guillemets, si je veux faire du MVVM tout simple. Parce que appliquer le pattern MVVM, ça reste des choses relativement simples. Parce que si on prend l'exemple d'MVVM Cross, il fait plein d'autres choses. Il fait de la navigation, il fait de la présentation, potentiellement il peut faire des animations, il y a des plugins pour faire de la gestion de base de données dedans. Donc c'est un framework qui est très complet, mais qui, globalement, si j'ai juste besoin de faire du MVVM, il fait plein de choses qui ne me servent à rien. Voilà. Après, je ne sais pas si tu avais des questions particulières, des points particuliers sur lesquels tu voulais qu'on échange. Mais voilà, si j'avais quelques conseils entre guillemets à donner, c'est faire en sorte le plus tôt possible de travailler avec les équipes business pour faire en sorte que les applications mobiles telles qu'elles sont conçues tiennent compte aussi de l'ACI, parce qu'évidemment, si vous faites du Xamarin ou si vous faites du natif Objective-C ou Java, il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas nécessairement penser de la même manière, notamment en termes d'architecture applicative. Lorsque je vais vouloir réutiliser du code entre plusieurs plateformes, ou si je dis mon code il est que sur iOS et personne ne le réutilisera, il y a des questions qui vont peut-être pas se faire, les réponses vont peut-être pas être les mêmes en fonction des cas. Donc c'est travailler avec le business le plus tôt possible pour identifier justement les spécificités de ce qu'ils veulent et potentiellement leur proposer des nouvelles idées. Tout à l'heure, j'ai entendu parler par exemple de 3D Touch ou ce genre de choses. C'est effectivement des fonctionnalités qui sont très bien sur iOS, mais qui pour l'instant n'ont pas de pendant sur Android. Donc ça a une valeur business de le mettre sur iOS, mais si je ne le mets pas sur Android, qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre qui existe sur Android spécifique à la plateforme pour ajouter de la valeur business à mon application. Et aujourd'hui, si vous avez des gens qui sont des développeurs qui ne s'intéressent pas à de la veille technologique pour savoir justement ce que me propose une plateforme, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter, etc., et qui vont juste, comme on dit vulgairement, vous pisser des lignes de code, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit des gens qui soient force de proposition et qui vous apportent des bonnes idées, parce que quand on parle justement d'avoir des releases tous les 1 mois, 1 mois et demi, faut alimenter en nouvelles features les applications. Et ça, c'est pas le business tout seul qui va être capable d'apporter des nouvelles idées. Ils ont plein d'idées, certainement, pas toujours les bonnes, ils ont plein d'idées, mais qui sont soit irréalisables en l'espace d'1 mois,
soit qui sont irréalistes, soit qui ne sont pas suffisantes pour justement remplir une nouvelle release. Donc c'est aussi le travail des développeurs, de l'équipe technique, de l'équipe IT, d'apporter des idées. C'est un travail d'équipe. Hein. Donc mon premier point, c'est travailler avec eux. Le deuxième, monter une équipe compétente et surtout s'encadrer dans l'équipe de gens qui connaissent vraiment Xamarin et les spécificités de la mobilité. La plus mauvaise chose que vous pourriez faire, c'est prendre des développeurs web ou desktop pour leur faire du mobile. À la limite, faites plutôt l'inverse et prenez des bons développeurs mobiles qui ne connaissent pas nécessairement C# et faites-leur apprendre C#. Au moins, ils n'auront pas besoin d'apprendre la mobilité. Et le troisième point, c'est des choses là que je dois mettre en place, parce que même si ça fait 8 mois que je suis déjà là, le temps passe très vite, mais que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en place. On a parlé d'intégration continue, de continuous delivery, d'automatisation, d'upload des packages sur les stores, etc. C'est des choses qui, pour l'instant, n'ont pas été mises en place chez SoLoger historiquement. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de test unitaire dans les applications. Intégration continue, c'était même pas en rêve. Ça existait sur quelques projets web, mais globalement, sur le reste, ça n'existait pas. Donc, c'est des choses qu'on va mettre en place au fur et à mesure. C'est aussi des choses où là, quand on fait des projets au fil de l'eau, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place depuis que je suis arrivé. Si on est en train de créer un espèce de toolkit interne, mais je ne parle pas de framework, je parle vraiment de toolkit, c'est des composants réutilisables. Tout à l'heure, quand John vous citait le fameux composant calendrier, effectivement, hein, c'est moi qui l'ai fait il y a 2 jours pour un des projets qu'on a en interne. On crée des composants réutilisables qu'on met dans le toolkit et c'est une espèce de boîte à outils en disant si demain j'ai une application qui sort, elle prend les briques dont elle a besoin dans le toolkit, elle les met dans son application, mais ce n'est pas un framework qui va m'imposer la manière dont doit être développée l'application. C'est plus un accélérateur de développement plutôt qu'une vraie philosophie de fonctionnement. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes convictions sur la manière de concevoir une application et de la manière dont les développeurs doivent coder. Mais ça, ce n'est pas nécessairement le toolkit qui va l'apporter. C'est plus des normes de développement à mettre en place côté IT. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Non. Ouais. Merci Stéphane. Après ce petit retour d'expérience de SoLoger, ce qui va être intéressant, c'est d'évoquer en quoi Xamarin peut s'intégrer dans votre entreprise et surtout comment. Parce que ça va être différent. Il n'y a jamais une réponse universelle. L'idée ici, ça va être de parler des différents contextes qu'on va pouvoir rencontrer. Contexte B2B, B2C, B2E. On va parler un petit peu de coûts, de ce que ça peut coûter. Alors pas forcément en valeur monétaire, mais plutôt en temps et en investissement de manière assez abstraite. Les gains que ça offre et surtout les quelques points clés à retenir à la fin. Donc, au niveau des contextes, finalement on en a 3 selon moi. Il y a les entreprises qui n'ont pas de développeurs à l'heure actuelle et qui veulent faire une application en Xamarin. Ça existe. Il y a des équipes de développement de .NET dans certaines entreprises qui souhaitent faire des applications Xamarin. Et il y a aussi les équipes qui travaillent déjà sur du Java ou du Swift et qui souhaitent potentiellement faire des applications Xamarin. Et ces 3 grands contextes ont des réponses qui sont toutes très différentes. Dans une entreprise sans développeur, on a 2 façons de procéder. Soit on se dit, finalement, je souhaite internaliser tous les développements parce que je souhaite avoir la main dessus. Et là, il faut mettre en place des équipes, il faut les recruter, il faut former, et pas seulement que les développeurs. Stéphane en a parlé tout à l'heure, il faut former un peu tout le monde au passage, parce que le développement mobile, c'est quelque chose d'assez particulier. Et du coup, lorsque vous allez constituer votre équipe de développeurs, si vous prenez que des développeurs et que les gens autour n'ont pas été informés ou formés à la façon avec laquelle on menait un projet mobile, ça ne va pas non plus très très bien marcher. Donc c'est une vision un peu plus globale. Et ça nécessite une vraie stratégie d'entreprise, ça pour le coup. On passe d'un mode où on faisait appel à des prestataires externes, qui est le point en dessous, pour faire les applications, à un mode où on internalise tout. C'est quelque chose qui, à court terme, va coûter, en termes de temps, en termes de mise en place de l'environnement, en termes de formation, etc. Mais c'est quelque chose qui va être rentable sur du long terme. Aujourd'hui, on imagine assez difficilement une application comme Twitter faire ses développements par des prestataires.
C'est leur métier, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et finalement, l'internalisation, le besoin d'internalisation, c'est lorsqu'on se rend compte que l'application mobile que vous souhaitez faire, c'est ce qui va vous rapporter le plus d'argent. C'est votre vitrine, c'est ça qui va vous permettre de vivre. Et du coup, là, l'internalisation est plus intéressante. Au niveau de la prestation, il y a aussi des avantages. Si vous êtes une entreprise où il n'y a pas de développeurs, très peu, vous n'avez juste pas le temps de le faire, vous n'avez pas les compétences, etc., vous pouvez souhaiter faire appel à de la prestation. L'avantage que ça va avoir, c'est que c'est un démarrage du projet qui va être plus rapide. Il faut choisir les bons prestataires. J'ose espérer que vous comprendrez que nous, chez Selensa, on considère que nous sommes de bons prestataires. Et au niveau des choix contractuels aussi, c'est important. Alors vous avez des forfaits, vous avez des forfaits agiles, ça c'est quelque chose d'un peu plus spécifique, on en reparlera plus tard de ça. C'est quelque chose qu'on fait chez Selensa. Et on a bien entendu la traditionnelle régie. On vient chez vous pour vous aider à faire vos applications. Ça c'est assez rentable sur des projets courts et ponctuels. Alors, sauf la régie, parce que la régie, vous pouvez internaliser et faire de la régie en même temps, donc c'est un peu à mi-chemin. Mais sur les forfaits, c'est quelque chose, vous dites, voilà, j'ai besoin de ça. Nous, on vous livre ça. Après, il faut avoir des forces de proposition, parce que les clients, je ne sais pas si vous avez vu cette image sur Internet où il y a une balançoire avec un pneu en disant ça, c'est le client veut ça. Le développeur, il comprend une balançoire avec 2 pneus et à la fin de la livraison, on a un pneu cassé et une balançoire qui ne marche pas. Enfin, ça, c'est le truc classique sur un projet, c'est il faut que tout le monde sache exactement ce qu'il faut et sur la prestation, ça va être important, surtout sur du forfait, de bien détailler les choses et d'avoir une bonne interaction. Il faut à tout prix éviter l'effet tunnel. Il ne faut pas dire je te donne ça et puis je reviens dans 6 mois et je viens chercher le résultat. En général, en 6 mois, les choses ont changé. Enfin, voilà. C'est pas bien. Au niveau des équipes .NET, si vous avez une entreprise avec des équipes .NET, a priori, vous êtes un peu mieux parti déjà. Vous vous dites, bon, Xamarin, c'est du .NET, c'est très bien. Alors, c'est aisé de mettre en place du Xamarin, parce que si vous êtes sur du .NET, il y a 99,999% de chances que vous soyez sur du Visual Studio déjà. Donc, la mise en place de l'écosystème de dev, c'est fait. La mise en place des habitudes de développement, que ce soit du C#, différentes problématiques de ce langage, c'est déjà là. Donc, on peut avoir une formation des équipes qui sera plus rapide. Attention, toutefois, au profil des développeurs que vous allez avoir. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, un développeur web non rompu aux problématiques propres au développement mobile, quel que soit le langage qu'il utilise, il va d'abord falloir qu'il apprenne les paradigmes de développement mobile. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de la prestation dans ce genre de cas? C'est tout simplement parce que j'ai une application, enfin j'ai une entreprise, il y a 5 développeurs, les 5 sont des développeurs web et il y en a un qui sait faire potentiellement du mobile, mais juste il a du boulot pour dans 6 mois. Donc il n'est pas disponible. Ça peut être aussi un intérêt. Vous pouvez aussi faire appel à des prestataires pour vous aider à architecturer vos applications. Parce qu'il vaut mieux bien commencer une application, donc faire intervenir quelqu'un en amont pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que de le faire intervenir après pour lui demander et lui supplier de corriger le truc qui ne marche pas. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Un autre cas qui revient régulièrement, c'est des entreprises qui souhaitent justement démarrer un projet, donc faire une V1 au niveau de la prestation, et ensuite reprendre en interne la maintenance, en se disant justement, je n'ai pas l'habitude de faire du mobile, donc je vais laisser à quelqu'un qui a l'habitude de le faire faire l'application bien architecturée, et après, moi, si j'ai du bug fixe à faire et tout, bon, pas de problème, je sais faire du C#, je sais compiler, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est des problématiques qui vont être différentes. Dernière chose, les entreprises qui ont des équipes de développement qui ne travaillent pas sur du .NET. Stéphane l'a évoqué tout à l'heure. Si vous avez des développeurs Android, Java, et vous souhaitez les mettre sur du Xamarin, ils n'ont quasiment que le langage à apprendre. Le langage, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Il y a des conventions de nommage, il y a des petites pratiques qui diffèrent entre les langages, mais c'est quelque chose qui se fait assez bien. Donc, mais si vous avez des développeurs qui n'ont aucune expérience mobile, là on retombe sur le point précédent, c'est que là, en plus de devoir apprendre .NET, ils vont devoir apprendre le mobile. Donc là, ça va être très compliqué. Au niveau des développeurs qui savent déjà faire du mobile, le temps de formation va être rapide.
surtout pour les développeurs Android, parce que les langages sont extrêmement proches. Pour un développeur Objective-C, c'est un peu moins facile, pour un développeur Swift, ça va. Mais s'il a la volonté, ce développeur, d'apprendre la techno, ça va se faire assez facilement. Parce que ce qui est souvent le plus problématique, quand on prend en charge le développement Android, c'est de se dire, de connaître les trucs du style, bah ouais, mais si je suis sur la version 4.4.2 du framework et que mon téléphone c'est un HTC avec tel machin, bah si je fais ça, ça marche pas. Ça, il n'y a que l'expérience qui va vous l'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui vaut très cher, l'expérience de vos développeurs sur les plateformes mobiles. Donc c'est, si vous avez des développeurs Android ou iOS natifs, ça va être assez rapide de les former et assez, surtout, utile. Alors maintenant, il y a plein de typologies d'applications. Là, on a parlé des contextes d'entreprise. Mais quand on fait une application B2C, finalement, il faut parler de ce qui est important. C'est la perf. Pourquoi est-ce que votre application doit être rapide sur un téléphone, enfin sur une application B2C? Tout simplement parce que déjà, elle est dans un store. Donc, si votre application est lente, les utilisateurs vont mettre plutôt 1 étoile que 5. Et du coup, les autres ne vont pas la télécharger. Donc, c'est un effet boule de neige. Si votre application est mauvaise, il y aura des gens qui vont crier dessus dans le store et il y en aura beaucoup moins qui vont les télécharger. Donc, vous allez perdre des revenus et des utilisateurs. Ça, c'est pas bien. Au niveau de l'ergonomie aussi, c'est important. Il y a effectivement des paradigmes entre chaque plateforme qui sont différents, sur lesquels il faut s'adapter. Si vous sortez une application, j'ai eu le cas en fait. Je suis arrivé, il y a une mise à jour de l'application YouTube sur iOS. Je télécharge l'application YouTube il y a quelques temps et je me dis, ah bah tiens, on dirait une application Android. Ça a été mon premier réflexe. Ils avaient utilisé la même couche graphique. Alors je ne dis pas que l'application ne marche pas, etc. Mais il y a des paradigmes de navigation qui ne sont pas naturels dans le système. Donc si vous êtes une application comme YouTube, vous pouvez encaisser quelques mécontentements parce que vous êtes leader sur le marché et qu'il n'y a pas grande concurrence. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas forcément la même situation. Au niveau du B2C, vous avez aussi une grande variété de terminaux. Vous ne savez pas quels sont les terminaux utilisés par vos utilisateurs. Et on l'a vu tout à l'heure dans la slide de Matt, il y a énormément de téléphones sur Android. Et même sur iOS, maintenant, ça devient compliqué. Entre l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 7, l'iPad, iPad Air 2, etc. Sachant que sur l'iPad Pro en 12 pouces, maintenant, on peut faire des fenêtres séparées, ce qui fait que c'est encore des résolutions différentes. On se retrouve à devoir gérer plein de tailles d'écran, de types d'écran différents, et forcément, votre application va devoir s'adapter à ça, sinon, même sanction. Donc, c'est quelque chose de très important. Sur une application B2C, vous allez être obligé d'avoir des gens en permanence sur place pour maintenir votre application. Parce que s'il y a un crash, il faut le corriger très vite. S'il faut faire des mises à jour, il faut les déployer assez rapidement. Et surtout, ce qui est très important, c'est que votre application B2C, c'est votre vitrine. Si votre application est lente et ne fonctionne pas bien et crash, vous salissez votre marque au passage. Ça, ce n'est pas ce que vous souhaitez faire. Au niveau des applications B2B, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que, alors on peut faire du B2B dans un store. Pas le truc le plus commun, mais on peut déployer une application B2B dans un store. Mais généralement, une application B2B, c'est une entreprise qui fournit du service à une autre entreprise. Là, ce qui est important, c'est que votre entreprise s'adapte à l'écosystème de votre client. Si votre client a une flotte de téléphones HTC, je ne sais pas quelle version, bah, il faut à tout prix que votre application fonctionne dessus. Maintenant, en fonction du nombre de clients que vous allez avoir, c'est un besoin qui sera plus ou moins important. Si vous avez un client, bah, vous commencez par vous adapter à un téléphone. Ça semble assez logique. Mais plus vous allez avoir de clients, plus vous allez devoir vous adapter à ce genre de choses. Et je pense notamment à une typologie d'application qui est tout ce qui est service, typiquement pour les ressources humaines, pour les congés, etc. On peut imaginer faire une application qui fournit ce genre de service à d'autres entreprises, parce que c'est des problématiques qui reviennent dans chaque entreprise et qui ne sont pas liées au métier des entreprises. C'est quelque chose qu'elles doivent faire, c'est normal, mais ce n'est pas leur métier.
Au niveau des applications B2E, donc là on parle de business to employees, souvent on a tendance à le mélanger avec du B2B. C'est pas exactement la même chose. Là, je fais une application mobile pour mes employés. Typiquement, l'application Dutch Railways qu'on a vu tout à l'heure, l'application pour la SNCF hollandaise, c'est quelque chose qui rentre dans le B2E, parce que c'est pour les employés de l'entreprise. C'est généralement, quasiment tout le temps le cas, distribué en dehors des stores d'applications. Du coup, la problématique de notation, etc., n'est pas présente. Vos utilisateurs, ils n'ont pas le choix que d'utiliser votre application. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez leur donner des applications qui sont moches et lentes. Hein, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre que voilà, c'est pas super de fonctionner comme ça. Donc, il va falloir quand même faire un petit effort. Alors peut-être moins. Souvent, vous maîtrisez votre parc de téléphone aussi. Vous pouvez choisir de vraiment tester à fond sur un téléphone donné et pas sur tous les autres. Après, si vous êtes dans une logique de BIOD, donc Bring Your Own Device, apportez votre propre appareil, là, il va quand même falloir tester sur tous les téléphones. Mais là, ça va dépendre vraiment de la logique. Mais encore une fois, si vous êtes, je ne sais pas, une application B2E qui fournit des services pour la pose de congé à l'intérieur de votre entreprise, si vous avez des employés qui ont 50, 60 ans et qui ne savent pas utiliser des terminaux mobiles, qui ont juste un téléphone parce que leur petit-fils en a offert un, eh ben, il faut quand même qu'ils apprennent à utiliser l'application. Surtout si vous leur laissez plus que ce choix-là. S'ils n'arrivent pas à poser leur congé, pareil, ils ne vont pas être contents. Donc voilà, il faut quand même faire attention un minimum à l'ergonomie. Pas besoin de pousser le truc jusqu'au bout, mais voilà. Alors, j'ai l'exemple ici d'une application B2E qui a été développée à destination de techniciens qui interviennent sur des situations dangereuses dans des usines, au niveau de la climatisation, à des endroits divers et variés. Parfois, ils n'ont pas de connexion Internet et quand ils voient quelque chose de dangereux, eh ben, ils prennent une photo. Et parfois, quand on est dans un sous-sol avec des fuites, qu'il y a de l'électricité par terre, on a plutôt des bots que... voilà. Donc le but, c'est de prendre une photo et lorsqu'il y a une connexion Internet, de sortir en disant « attention, danger, il faut faire intervenir une équipe spécialisée pour ce genre de choses ». Ça permet aussi de commander des équipements de sécurité. La personne est présente dans la salle si ça vous intéresse. Mais c'est une application typiquement B2E, donc c'est quelque chose à destination de vos employés. Et là, cette application a été faite en Forms. Alors on en revient à l'éternel débat de Forms versus natif. Et finalement, on voit bien ici la séparation, où se loger, c'est du B2C. Le but, c'est que l'application soit la plus performante possible, parce que c'est un biais d'acquisition d'utilisateurs qui est très important, c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent et tout. Donc pour eux, l'application doit être la plus fluide, la plus performante possible, et surtout s'adapter aux problématiques de la plateforme. Sur une application interne, comme on l'a dit, sur des techniciens, bah, finalement, tant que le technicien peut prendre une photo, l'envoyer, dire j'ai plus de gants isolants et il m'en faut à tout prix parce que sinon je vais m'électrocuter, voilà, c'est ça qui est le plus important. Alors on peut essayer de la rendre jolie, mais on n'est pas obligé de peaufiner le truc à 100%. Là, le taux de partage de code, c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus. Au niveau des coûts, alors, on voit ici que Xamarin, c'est une solution de la suite Visual Studio 2015. Et les cas d'usage, c'est un petit tableau qui résume, en fonction des types de licences, vont être différents. Typiquement, je vous ai parlé de Visual Studio Community tout à l'heure. Vous faites de l'open source, vous faites que ça. Pas de trucs professionnels dessus. Vous souhaitez apprendre dans votre coin, à la maison, comment fonctionne Xamarin, vous pouvez utiliser la licence gratuite et il n'y a pas de souci. C'est comme ça que vous allez pouvoir... si vous avez des développeurs qui sont un peu force de proposition, un peu curieux, vous pouvez leur dire « Ah oui, tu veux faire un projet Xamarin, bon j'ai ça dans le pipe, par contre, regarde, installe ça chez toi et essaye de compiler 2-3 trucs pour voir comment ça marche. » Il y en a qui vont dire non et il y en a qui vont dire oui, bien sûr. Et au moins, ils peuvent le faire. Avant, il fallait quand même une licence et ce n'était pas très pratique. Donc les règles sont les mêmes que sur Visual Studio. Au niveau du matériel, il va vous falloir, si vous faites de l'iOS, un Mac, quelque part. Alors, vous pouvez choisir de travailler directement dessus ou de connecter vos ordinateurs Windows dessus. Alors, on peut connecter plusieurs Visual Studio sur un seul Mac. À noter que plus vous avez d'utilisateurs, plus le Mac sera à genoux. Donc plus il vous fera un Mac puissant.
Donc après, c'est vous qui choisissez, soit plusieurs Mac, soit un très gros Mac, mais il vous faut un Mac, quelque part. Si vous faites de l'Android, pas de problème. Vous pouvez développer dans Visual Studio sous Windows sans aucun souci. Lorsqu'on est sur Mac, on peut développer pour Android et iOS. Et lorsqu'on est sur Windows, on peut développer pour Windows, Android et iOS, à condition d'avoir un Mac dans un coin. Donc ça, c'est quelque chose d'important à voir. Avec Xamarin Forms, on a aussi la possibilité de cibler tout ce qui est Universal Windows Platform, donc les applications Windows 10. Ça peut être pratique si vous faites une application Windows Phone, vous faites une application et vous ne savez pas exactement sur quel téléphone ça va tourner. Si vous n'avez pas un besoin de design absolument énorme ou la meilleure performance de l'univers, vous pouvez commencer votre application en Forms et au moins vous êtes sûr qu'elle tournera sur un maximum de devices possible. Peut-être moyennant un peu d'adaptation, mais voilà, la base sera là. Important, on a parlé de Test Cloud, c'est vachement bien, ça ne vous empêche pas d'avoir des téléphones à la maison pour tester. Et ça, c'est très très important parce que les simulateurs, ou les émulateurs, en fonction de la plateforme, ne reflètent pas du tout, mais pas du tout, les performances d'un vrai téléphone. Vous allez vous dire, lorsque je fais mon développement, je développe sur Android, puis finalement l'application elle est super fluide. Je sors un téléphone chinois à 150 €, je fais tourner l'application dessus, il n'y a pas la même fluidité. Ça peut être de très bons téléphones, d'ailleurs mon téléphone Android c'est un téléphone chinois. C'est super pour le test. Si ça tourne dessus, grosso modo, il n'y a pas de problème. Autre détail, je sais que c'est une problématique dans beaucoup d'entreprises, on préfère acheter des machines pas puissantes aux développeurs. C'est quelque chose que j'ai jamais compris. Parce que finalement, lorsque votre développeur va mettre 3 fois plus de temps pour tester son application et la développer, est-ce que le coût de l'ordinateur a été rentabilisé? Je ne suis pas sûr, parce que je crois que c'est l'être humain qui coûte le plus cher. Donc n'hésitez pas, achetez des bonnes machines. Surtout si vous faites du multiplateforme, au moins 16 Go de RAM. Ça paraît idiot d'en parler, mais ça s'est vu. Des endroits où les machines avaient même pas 8 Go de RAM, et dès qu'on essayait de tester sur Android, sur un émulateur, ça ne tourne pas. C'est lent. On met 3 ou 4 fois plus de temps pour compiler, et puis parfois ça échoue et on est obligé de recommencer. Donc quand on passe sur des phases de déploiement qui, au lieu de durer 30 secondes à 1 minute, ce qui est déjà long, hein, on est dans du mobile, dure 5, 6, 7 minutes, vous comprenez bien qu'à la fin de la journée, on a corrigé vachement moins de trucs. Donc n'hésitez pas sur cette partie-là. En ce qui concerne la formation, on a parlé tout à l'heure de Xamarin University. Si vous souhaitez être certifié développeur Xamarin, il va vous falloir un abonnement à la Xamarin University et suivre des cours dessus. C'est très bien. Les cours sont en anglais, ils sont super bien faits, et ils sont en anglais. Ça peut être un problème, ça peut ne pas être un problème. Je pense que tous les gens dans la salle diront que ce n'est pas un problème, vu qu'on a eu 2 speakers anglophones juste avant. Mais il y a certaines personnes pour lesquelles ça peut poser souci. Et il y a aussi un autre détail, c'est que tout se fait à distance. On ne voit pas le formateur, on l'entend juste, on voit ses slides, on voit ses démos. C'est quelque chose de très très bien scénarisé. Et après, est-ce que ça représente la meilleure manière d'apprendre? Pour les bases, je dirais que c'est pas mal. Mais rien ne remplace un vrai formateur. Donc, il y a plein de sociétés qui font des formations. Nous, on en fait partie. Et l'autre avantage qu'on a, c'est qu'on a la possibilité de prendre, alors, on me corrigera si je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'on prend les points diff, donc droit individuel à la formation, ce qui n'est pas le cas forcément de Xamarin University. Donc dans certaines entreprises où on cherche à utiliser ce genre de choses, ça peut être intéressant. Autre différence, les formateurs de Xamarin University, aussi pédagogues soient-ils, forment toute la journée. Dans des sociétés comme Selensa, on forme 2, 3 semaines, 4 semaines maximum par an, et le reste, on est en train de coder. Donc forcément, quand il y a un problème ou qu'il y a un trick à faire pour savoir que sur telle version d'Android, ça ne marche pas, nous, on a peut-être eu le retour, alors que eux, pas forcément. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est avoir la formation Xamarin, avoir la certification Xamarin pour votre développeur, c'est très important. Ça vous assure d'un minimum de package de connaissances
sur la techno. Ça ne veut pas dire que votre développeur va être le meilleur développeur du monde. Mais au moins, il saura comment on fait du natif sur iOS et Android, il saura comment on fait du Forms, il connaîtra quelques principes de programmation mobile, le partage de code, etc. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau du coût, ça va dépendre du profil. Je pense que vous avez eu le temps de voir le tableau depuis tout à l'heure. Mais on en revient à l'éternelle question de si on est un développeur ASP.NET, bah, c'est un peu moins facile. Parce qu'il faut apprendre en plus la mobilité. Bon, je ne reviens pas sur cette partie-là, parce que ça a déjà été fait. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder sur notre site les différentes formations. Alors je crois qu'on vous a distribué un flyer, ou si ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder, avec un QR code que vous pourrez scanner pour aller voir le site. Nous, la formation, on en propose plusieurs, mais la première qu'on propose, c'est une introduction, en fait, sur 5 jours. Ça paraît long, une introduction de 5 jours, mais on a quand même 2 plateformes à voir, avec Xamarin Natif, Xamarin Forms et la programmation mobile. Donc ça fait quelques trucs. Et 5 jours, finalement, c'est court. Les gens qui ont assisté à la formation pourront me dire, je crois qu'il y en a un présent dans la salle, c'est quelque chose d'assez court, finalement. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin de cette formation, vous ayez le paquet de connaissances nécessaires, requis, pour aller passer ce qu'on appelle sur le site de la Xamarin University le Pre-Assessment Exam. Donc en gros, c'est un examen qui vous permet d'éviter d'avoir à suivre 12 ou 16 heures de cours, je ne sais plus exactement. En disant, voilà, j'ai un socle minimum de connaissances, je n'ai pas besoin de suivre 16 heures de cours obligatoires devant mon ordinateur sans bouger. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors au niveau des gains, pourquoi est-ce qu'on considère que Xamarin c'est bien et que ça fait gagner des choses? Ça permet de la rationalisation des coûts. On a une base de code commune, si on fait un fixe sur de la partie partagée, c'est partagé sur toutes les plateformes, c'est fixé partout. On a un environnement de développement qui est commun, c'est-à-dire nos développeurs iOS, nos développeurs Android, nos développeurs Windows travaillent tous avec leur langage et une plateforme commune. On peut cibler de nouvelles plateformes facilement et surtout, on n'a pas de limite en termes des types d'applications réalisables. Voilà. Au niveau des points clés, je vais passer vite parce qu'on est un petit peu en retard. Je répète, parce que ça a été dit par Matt, Xamarin, ça propose le meilleur de tous les mondes. Mais il faut quand même prévoir un petit investissement, modulo tout ce que je vous ai présenté avant, en fonction des cas de votre entreprise, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner sur la dernière petite présentation qui va être très rapide. Et après, on ira manger. Donc on a retardé jusqu'à la fin pour vous parler un peu plus en détail de Selenza. Mais voilà, on n'écoute pas Selenza. Chez Selenza, nous croyons qu'il est possible de réaliser des développements logiciels de haute qualité. Ça paraît un peu idiot de dire ça comme ça, mais c'est important. Un développement logiciel de haute qualité va vous faire gagner du temps. L'idée, c'est d'avoir au sein de l'entreprise un système de partage. On écrit des blogs, on partage entre nous, on a des journées tous les mois où on va échanger entre nous, où on sort tous des clients, on va voir ce qui se passe. On a une relation privilégiée avec nos clients, on privilégie l'agile, on privilégie le conseil. C'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose qui manque parfois. Un bon conseil, ça vaut de l'or. Une organisation en pôle de compétences. Voilà, donc on a des pôles qui sont plutôt orientés développement, enfin un pôle plutôt orienté développement, un pôle plutôt orienté méthodo. Au niveau de tout ce qui est DevOps, on a ça aussi. Cet après-midi, il y aura des sessions sur le sujet. Et on fait de la formation, du coaching et tout. Chiffre d'affaires. Vous re-regardez la vidéo après, si vous voulez. Hop. Quelques références clients. Alors ça, ce sont des références qui sont globales, c'est-à-dire pas forcément que Xamarin. Mais on en a un peu plus spécifiques sur la mobilité. Donc, typiquement, on a BetClick, chez qui nous sommes intervenus. On a IDEX aussi, qui est la société avec l'application de sécurité dont on a parlé. KarenBot, SeLoger, Denred, voilà. On a plusieurs MVP, des publications, vous en avez une normalement. Et surtout, on est capable de faire des projets en mode agile. Je vais peut-être arrêter les slides là parce que je suis déjà un peu en retard. On fait de l'agile avec vous en créant ce qu'on appelle un forfait agile. Donc, vous achetez un nombre de sprints,
Nous, on a un sprint 0 dans lequel on dit, voilà, on va faire les choses de cette manière-là et tout. Et après, on entame les développements sur sprint 1, 2, 3, etc. Et vu qu'on est dans Agile, si vous changez d'avis en cours de passage, bah, nous, on réorganise les priorités ou les besoins que vous avez de façon à ce que ça rentre dans le nombre de sprints que vous avez choisi. L'avantage, c'est que vous choisissez un nombre de sprints, vous savez combien vous allez payer. L'inconvénient, c'est que, inconvénient ou avantage, c'est qu'on est réactif, agile. Après, il faut choisir parfois si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités dans le même temps et que ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Donc il faut choisir de retirer une fonctionnalité quand on en ajoute une. Ça paraît idiot comme ça, mais c'est aussi important de le dire. On a un système d'intégration continue. Je passe les slides aussi. Voilà, Scrum. Question sur du Xamarin ou autre. Après, on va aller manger, donc je serai à côté si vous avez d'autres questions. Sinon, oui, une question? J'entends. Est-ce qu'il y a des groupes d'utilisateurs ou des clubs de développeurs? Alors, sur du Xamarin, oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des groupes utilisateurs et des clubs de développeurs? Alors, sur du Xamarin, il y a. Sur Paris, il y en a 2 qui sont actifs. Un que j'anime avec un collègue d'une autre société qui s'appelle le Native Cross-Platform Meetup. Donc, c'est sur la plateforme Meetup. Et l'autre Meetup, c'est un Meetup qui propose d'apprendre session par session comment on fait une petite application de Xamarin Forms. Voilà. Donc nous, on est orienté sur le cross-platform natif, on parle de Xamarin, on parle d'autres technos aussi. Voilà, je considère toujours que Xamarin est la meilleure, sinon je ne serais pas là à vous en parler. Mais voilà, il y a des petits groupes qui existent là-dessus. Sur la région parisienne, il y en a. Bon, et bien sur ce, je vous propose d'aller manger. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir après. Merci.